heureux de pouvoir vous partager ce moment parce que Christian et Joren sont des magnifiques personnes avec qui ont accepté très généreusement d'être présents ce soir et de faire cette conférence. Donc je les remercie beaucoup et sans plus attendre, je vais leur donner la parole. Merci. Merci Douglas, on peut l'applaudir. Hein. Alors dans quelques instants, je vais être toujours Christian, mais Christian, directeur de la société Argent. Et très malheureuse directeur parce que tout le monde croit qu'il fait de l'argent. Et en fait, il aime l'art et il aime les gens. Mais voilà, il a du mal à le dire et donc depuis des années, il fait de l'argent. Mais bon, avec l'âge qui vient et tout ça, il se dit quand même, il faudrait que j'arrive à être moi-même une fois. Donc il veut vraiment faire de l'art et il veut vraiment se mettre à s'occuper des gens, de son entreprise. Et donc il a décidé d'embaucher un nouveau directeur des ressources humaines, Joren. Et c'est le grand entretien aujourd'hui parce que ça fait plusieurs semaines que Joren est arrivé, il a fait un peu le tour de la société. Et il doit maintenant normalement venir me voir avec des idées, comment mettre l'homme au cœur de l'entreprise, dont je rêve, et comment déshonorer l'argent pour honorer l'homme, comme disait Guillaume Béroux, un célèbre économiste français, qui disait il faut déshonorer l'argent pour honorer l'homme. Et je vais recevoir maintenant Joren, et je suis impatient de ce qu'il va me dire. Joren, salut Christian. Comment ça va? Ah super. Comment très ça se bien, passe? très bien, super. Toi, t'es applaudi. Ah ouais, oui, mais c'est une chouette boîte, hein, sauf qu'il faut que ça bouge. Hein. Franchement, mais tu Mais m'as on pas est là dit, pour ça. Oui, On est là c'est pour vrai, ça. c'est vrai que. Tu veux qu'on s'assoie une non, minute? écoute, on va faire debout parce Tu veux que, préfères faire mais debout? il faut changer. Hein. Bon, alors tu sais que je L'argent, t'attends ça maintenant. commence Hein. par- Oui, mais Bon. écoute, j'ai une super idée. Dis-moi. J'y vais direct, hein, cash. Hein. Mais Cash, t'es embauché pour ça. Il y a les donc, bonus là, fin d'année. Bah oui. Ouais. Les bonus, ça se passe comment normalement? Eh ben, Comment vous faites, le comité de direction décide. Bah oui, oui, Bah mais oui, on a une, c'est évident. on a Mais une non. enveloppe. Tu sais bien, je te l'ai dit, on a une enveloppe et puis les meilleurs éléments reçoivent le plus de bonus. On a quoi. décidé quelque chose. Non, tu m'as embauché pour faire quelque chose de différent. Alors, moi, je te propose. On a combien? Une enveloppe de 100 000, c'est ça? 200 000 à peu près, ouais. Voilà. 50 collaborateurs et on donne une enveloppe de 2 000 à chaque collaborateur pour que eux ils distribuent cet argent à ceux qui pensent qu'ils le méritent. Ça change radicalement. Tu peux me réexpliquer, s'il te plaît? Voilà. 50 collaborateurs Ouais. qui sont là, hein, d'accord? Et oui, ben, on va donner à chacun 2 000 francs D'accord. à distribuer aux personnes pour lesquelles ils pensent qu'ils ont mérité un bonus. Et donc, bah, il y en a un qui a peut-être beaucoup, il y en a un autre peut-être pas beaucoup. D'accord. Je te suis, j'essaie de te suivre. Mais attends. Et donc nous, le comité de direction, on fait quoi? Justement, c'est ce qu'il faut voir. Hein. Donc le comité de direction, il va attendre ce que décident les collaborateurs. Bon, écoute Joren, c'est une idée très sympathique. Vraiment très sympathique. Et alors? Mais ça va pas être possible. Tu te rends pas compte? Écoute, je te propose, rentre à la maison. Oh non, non, Christian, non. Bois une bonne bière et on se revoit la semaine prochaine. Non, très franchement, Christian, non, là, mais tu me déçois. écoute, là, maintenant, j'ai affaire, malheureusement. Ouf, non, mais franchement, Christian. Allez, merci, Joren. Oh. Bon, alors, ce brave directeur d'argent et ce brave Joren, ils ne se sont pas compris. Alors, avec Joren, quand on a préparé cette conférence, on s'est dit que, bon, le titre, c'est l'art de comprendre les gens. On s'est dit qu'un des enjeux principaux pour un manager, pour un leader, pour un chef d'entreprise, c'est le changement. Je crois que le changement, c'est quelque chose qui est le plus universel. On a tous, vous avez tous, la nécessité à un moment donné, pour telle ou telle raison, de faire du changement. Et cette thématique, elle a donné lieu à plein de littérature, comment changer, comment amener les gens à évoluer et à partir dans un changement. Et ce soir, on voudrait vous faire partager notre conviction, moi plutôt en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, et puis Joren en tant que consultant avec des années d'expérience, sur notre expérience par rapport au changement. Et en y réfléchissant, on s'est dit que finalement, il y avait 3 qualités clés, donc on souhaite thématiser avec vous aujourd'hui, 3 qualités clés pour changer. Hein.
et pour éviter que les gens face au changement fassent comme ce pauvre poisson qui quitte son bocal. Et les 3 qualités qu'on vous propose de décliner, c'est la conscience, le courage et la résilience. Et on commence par la conscience. La conscience, on en parle de plus en plus, c'est d'abord la prise de conscience. C'est-à-dire de remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut changer. Donc c'est une capacité d'observer et d'observer avec un certain décalage sur le monde dans lequel on est et qu'on essaie d'observer. Si on n'a pas un décalage, on ne peut pas vraiment observer le système dans lequel on agit. On est dans le système. Donc la première chose dans la conscience, c'est de trouver des manières de prendre du décalage, de la hauteur, du décalage de côté, pour regarder finalement le système dans lequel on évolue depuis peut-être longtemps ou pas longtemps, et se dire, mais finalement, dans ce système, il y a quelque chose. Alors pour ça, il y a plein de techniques. Il y a des techniques en allant discuter avec les parties prenantes de l'entreprise, parler avec les clients, parler avec les collaborateurs sur le terrain, parler avec des gens qui voient l'entreprise agir, regarder ce qui se passe dans le monde, regarder comment évolue la société, comment évoluent les comportements, regarder quels sont les grands enjeux. Il faut se doter d'une capacité de décalage. Mais ce qui nous paraît être soir de souligner avec Yoron, c'est que c'est jamais uniquement à l'extérieur de moi. C'est toujours aussi à l'intérieur de moi. Et nous sommes persuadés que la plupart des changements qui échouent, c'est parce que le manager il essaye de changer les autres, mais pas de se changer lui. Et donc le changement, il commence par soi-même. C'est la fameuse phrase de Gandhi. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Et donc dans prise de conscience, il y a aussi prise de conscience de soi-même. Et c'est pour ça qu'on voit par exemple de plus en plus de dirigeants, des célèbres, qui n'hésitent pas à faire des pratiques méditatives. Parce que la méditation, c'est quoi ? C'est une des techniques qui est très ancienne, qui a des milliers d'années, pour prendre là aussi un peu de décalage. Mais cette fois-ci, un peu de décalage avec soi-même. Avec ce fameux ego. L'ego, il ne faut pas le voir que négatif, parce que l'ego, c'est celui qui nous donne ce côté, chez un dirigeant, qui nous donne la hargne, la pêche, la capacité d'imposer nos idées. Mais cet ego envahissant, il amène à l'aveuglement. Et il faut à un moment donné le remettre à sa place. Et pour ça, il faut garder toujours une petite voix au fond de la tête qui ne se confond pas avec l'ego, et puis qui dit « attention », et qui observe, et qui se décale. Et la méditation, c'est là qu'on essaye de retrouver en fait cette distance par rapport à nos pensées. Et calmer un peu les pensées. Et puis chez un dirigeant, les pensées, c'est toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très difficile à arrêter. Et j'aime beaucoup cette phrase, ou cette anecdote d'un médecin, d'un chirurgien, qui médite tous les jours. Et puis là, un jour, son assistante l'appelle en disant « Docteur, demain, il y a 2 fois plus d'opérations que d'habitude. » Et il lui a répondu « Demain, je méditerai 2 fois plus longtemps. » Et donc, si je prends mon exemple, moi je suis en train de prendre une fonction, comme vous le savez, en tant que directeur général de Romande Énergie. Donc c'est une prise de poste, c'est toujours, elle a commencé lundi. Et je salue Jean-Daniel, notre DRH, qui est dans la salle. Toujours très exigeant, parce qu'on est observé par tout le monde, on a beaucoup de choses à apprendre. Et puis on a un agenda qui est très très pris. Et donc le matin, comment je crée le décalage ? Je médite 1/4 d'heure, 20 minutes. Et puis tous les matins, je me donne du temps pour rester connecté avec ce que j'espère être ma conscience profonde de ma mission. Donc créer le décalage vis-à-vis de l'extérieur et créer le décalage vis-à-vis de soi-même. Voilà. Alors je vous ai dit des petites choses, des petits commentaires sur ce que je pensais être l'importance de la conscience. Ce que j'aimerais vous demander maintenant, avant de laisser la parole à Yoron, c'est que vous vous rapprochiez d'un voisin, et puis que vous parliez, vous, de votre expérience de changement. Quand vous avez été confronté à des changements, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, on vous a montré que le Christian du jeu de rôle, à un moment donné, il a pris peur. Assez vite, parce qu'il avait un fou en face de lui qui lui disait des choses. Et il n'est pas en pleine conscience, le Christian, parce que
quand on est en pleine conscience, on arrive toujours, même dans les discussions difficiles, à garder cette petite voix derrière qui reste en contrôle de la situation et puis qui est capable de s'adapter et puis de ne pas laisser partir tout dans l'émotion. Et ça, c'est très difficile. Les inconscients totaux, eux, ils font une réunion comme ça, ils rentrent chez eux, ils ne se mettent pas en question, puis ça continue, quoi. Les gens qui font déjà plus de conscience, ils vont faire la réunion que j'ai faite là, ils vont réagir exactement comme je réagis, puis c'est le soir ou le lendemain qu'ils vont commencer à se dire, mais finalement, j'ai peut-être pas réagi comme j'aurais dû. Et le plus dur, c'est de le faire en live, parce que là, ça se passe. Et celui qui, en live, arrive à garder toujours cette observation de soi-même et de se dire, attention, là, tu es en train de partir dans l'émotion, il a un sacré niveau de conscience. Et moi, j'y arrive pas tout le temps. Parce que, voilà, on se laisse prendre par ses peurs. Et là, il s'est laissé prendre par ses peurs, le Christian du jeu de rôle, parce que il s'est vu en train d'amener ça à son conseil d'administration sur le bon. Il n'est pas très bien. Alors, rapprochez-vous, parlez-vous de 3-4 minutes. Allez-y, rentrez en interaction. Hein. L'art de comprendre les gens, c'est l'art de parler aux gens aussi. Et réfléchissez à vos expériences de changement. Bien. Est-ce que je pourrais vous demander de terminer?
pouvez d'ailleurs remercier votre voisin, votre voisine. Eh bien, après cet échange d'expérience, donnez-moi juste quelques mots-clés. Qu'est-ce que vous avez éventuellement échangé? Juste comme ça, brainstorming. Qu'est-ce qui vous a marqué? Oui? Ah, merci. D'accord. Le coup, ok, merci. Oui. Ok, la structuration. D'accord. Donc, comment communiquer la façon en amont? Comment planifier quelque part que ça se passe bien? Merci. Alors là, il y a de l'expérience. Hein. Oui, il y avait quelqu'un. Oui. Mhm, mhm. Très bien. Oui. 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 Vous voyez, je fais juste un arrêt sur image. Ce qui se passe là, j'adore. Ce n'est pas nous qui arrivons pour vous distribuer notre savoir, c'est un échange. Et la seule chose qui me dérange, que moi, je sois en hauteur par rapport à vous. Mais oui, parce que ça, c'est aussi le vieux monde. Quelqu'un qui a le pouvoir, il est au-dessus, il parle. Alors que ça doit être un échange. Et le changement, justement, commence déjà par là. De se mettre au même niveau. C'est-à-dire un dirigeant, certes, il a énormément de responsabilités, mais devrait d'abord se mettre au niveau des personnes dans la communication. Je pense que c'est encore plus important que de structurer la communication. Donc, alors, moi, je suis venu aujourd'hui dans le rôle entre Christian et moi pour vous apporter quelques... Je dirais aussi, le consultant, il doit avoir des... Il doit aussi avoir du courage et de la résilience. Et très souvent, dans mon métier, c'est en fait un métier assez facile. Ça peut être assez facile. J'ai un outil qui est très bien. On me demande que le workshop il se termine avec un plan d'action et puis tout va bien. Mais en fait, comme vous le savez, je pense que qui a déjà fait des workshops qui sortent avec des plans d'action dans la salle? Il y en a. Et qui a déjà réalisé ce plan d'action après le workshop? À moitié. Ah, waouh, wow. Ça c'était des bons consultants alors. Parce que en général, mais j'envoie ma facture après et c'est très bien, merci, vous avez fait votre travail. Et moi, je ne suis pas d'accord. Un bon consultant, il doit se mouiller. Il doit s'intéresser à la société, il doit comprendre les personnes qui sont dedans. Et ce n'est pas un client lambda après un autre. Et donc, voilà, je suis venu partager avec vous un peu cette expérience qui me passionne depuis je suis plus de 40 ans dans le business et puis dans 35 consultants. Et la première chose que je voulais partager avec vous, c'est les causes profondes des problèmes en entreprise en changement. Alors, nous avons des processus déficients, des restrictions de budget, la fiscalité pénalisante, pression du temps, la concurrence forte, des questions juridiques, pénurie de personnel. Et donc, voilà, nous connaissons bien tout ça. Le coût, le temps, la qualité. Eh bien, non. Pas du tout. Ce sont des problèmes réels, mais ce ne sont pas les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est les luttes de pouvoir et d'argent qui sont tabouisées. Des craintes personnelles. Il y a un changement. Qu'est-ce qui arrive avec moi? Et en fait, c'est un tabou. Et finalement, on ne demande pas aux personnes quelles sont leurs craintes personnelles s'ils ne peuvent pas l'exprimer. Mais puisqu'ils veulent rester dans l'entreprise et gagner leur salaire, ils vont dire oui chef, je vais faire. Mais ils vont rentrer au mieux dans une résistance passive, souvent dans une résistance active. Il y a des valeurs et croyances différentes. Il y a une communication défaillante. Et là, je peux dire,
j'ai jamais vu une entreprise qui dit la communication chez nous est parfaite et bonne. J'ai jamais vu une entreprise qui a dit ah ouais, la stratégie est claire, c'est formidable. Donc, chose qui est aussi liée à la perception personnelle. Et donc là, je vais déjà vous donner une clé. Un outil que je prends beaucoup, que j'ai appris en France, parce que je suis allemand de naissance, devenu allemand par passion, à tel point que j'en ai épousé 2 Françaises. Et Pas en même temps. depuis, Joran. ah oui, ça me le demande toujours, mais non, c'est pas possible, sinon je l'aurais fait. Donc, et puis de 2008, je suis en Suisse, travaillant donc à Lausanne, à partir de Lausanne. Et donc, en fait, il y a un mot que j'ai appris. Vous savez, moi, allemand, c'est rigoureux et on a appris comment il faut mettre en place des processus. J'arrive en France, c'était dans une banque. Et puis, mon collègue en face, qui avait le même âge que moi, à l'époque, j'avais 25, 26 ans, on analysait un bilan. Et puis, c'était un bilan, à l'époque encore des francs français, et c'était plusieurs milliards. Et donc, moi, j'analyse le bilan, lui, il analyse le bilan, moi, j'arrive à un résultat au centime près, et lui, déjà, il parle en KF, en kilo francs. Bon, d'accord. Et puis, moi, je lui dis, voilà, je suis à 33 milliards 487 000. Et lui, il dit, oui, je suis à 37 milliards 400. Je dis, mais attends, il manque 87 000 là. Oui, mais non, mais c'est globalement exact. J'ai compris que pourquoi la France fonctionne malgré tout, c'est le mot globalement. En France, on peut dire des choses globalement exactes. Alors pour un Allemand, c'est complètement incompatible. Les choses sont globalement positives et globalement, nous avons atteint l'objectif. Donc, globalement, notre communication est bonne. Donc, voilà, c'est ce qui m'inspire ce mot communication. Ensuite, vous avez le manque de reconnaissance. C'est très, très fort. Et nous l'avons partout dans le monde. Et je pense qu'une des raisons pourquoi on a justement cette levée de soi-disant droite et de nationalisme, c'est surtout un manque de reconnaissance de beaucoup de personnes qui sont délaissées. Et puis, il y a les certitudes et rêves brisés. Combien de managers j'ai vu qui on achète telle société et puis ça va être formidable, va être numéro 1, etc. Et puis au bout de 3 mois, ils se disent mais dans quelle galère je me suis mis. L'exemple le plus présent aujourd'hui, Bayer qui a racheté Monsanto. Bayer était la première entreprise allemande de côté en bourse. Aujourd'hui, ils sont en chute libre. Donc, certitude et rêves brisés. Et donc, il y a les émotions qui sont à la base des changements qu'il faut adresser. Et donc, ce que j'ai, en fait, ma conclusion après 44 ans dans le business, c'est premièrement, j'aime toujours l'être humain. Je n'ai jamais rencontré des gens méchants. J'ai rencontré des gens malheureux. Oui, ça oui. Et parce qu'on est malheureux, on peut devenir méchant. Dans la vie professionnelle, nous n'avons pas besoin de plus d'humanité. Pourquoi ? Parce que l'humanité, c'est très différent pour chacun d'entre nous. Pour l'un d'entre nous, il m'a dit bonjour ce matin, c'est quelqu'un d'humain. Pour l'autre, c'est ah mais tiens, il faut zaguer, il faut pratiquement chanter ensemble. Et là, on est dans l'humanité. L'humanité, c'est très, très, je dirais, personnel. Pour l'humanité, ce n'est pas ça. Il faut en prendre plus conscience. Donc, si on est plus conscient, on devient forcément plus humain. Et nous sommes enfermés, et c'est pour ça ce symbole de ce cerveau, dans notre rationalité. Alors, ça c'est la bonne nouvelle, on ne peut pas digitaliser la conscience. Nous sommes dans l'intelligence artificielle, c'est sûr, mais notre atout, c'est plus nous prenons conscience, plus nous pouvons faire les choses différemment. Et l'être humain ne veut pas entendre des théories, il veut ressentir la vie. Alors, c'est ce que je vais vous proposer maintenant. Un petit exercice. Tout simplement, j'ai besoin d'une dizaine de personnes, globalement 10. Ça peut être 8, ça peut être 12. Vous pouvez venir ici, devant, juste 10 personnes. Levez-vous, il n'y a rien de difficile à faire, vous allez voir.
il y en a peut-être certains qui connaissent déjà l'exercice, parce que parfois je fais ça avec une salle de 200 personnes. Donc 3, 4, formidable. Super. Bon. Super, vous deux encore, et ensuite on a super, c'est très bien. Mettez-vous ici, repartissez-vous. Même là, ici en haut, peut-être là. Mais voilà, c'est quelqu'un de très humain. Hein. Bonjour Jean-Daniel. Alors, est-ce que 2, 4, 6, 8, parfait. Je vous propose, vous, d'aller là-haut. Vous restez là, et vous aussi là-haut. Comme ça, vous avez plus de place. D'accord ? Vous allez vous mettre face à face, s'il vous plaît. Et déjà, déterminer qui est A et qui est B. Donc, vous pouvez aussi échanger vos noms, hein, bien sûr. Hein. Et mais après, vous devez dire, l'un d'entre vous est A, et l'autre est B. D'ailleurs, OK ? Vous avez encore 10 minutes. Alors, c'est bon ? Bon. Alors, maintenant, vous mettez face à face. D'accord ? Vous n'avez rien dans les mains. Mettez les mains comme ça. Vous touchez les mains, justement. Par contre, vous, mettez-vous comme ça. Donc, voilà, ça c'est important. Voilà. Maintenant, mon instruction est juste pour A. Juste pour A. A va maintenant pousser très, très fort. Poussez très, très fort. Allez, très fort. Allez. Allez. Stop. Merci, c'est déjà tout. Maintenant, je demande au public, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont résisté. Est-ce que j'ai demandé à B pourquoi B a résisté ? C'est naturel. Eh bien non. Si je fais ça avec les Asiatiques, oui, les Asiatiques, justement, c'est la base des arts martiaux. Je prends l'énergie de l'autre, je recule et je laisse passer. Ça, c'est un comportement occidental. On fait pression sur moi, donc je résiste. Et donc, il faut que je sois fort. Changement, pas grave. Je suis fort. Oui, chef, je vais faire. Et derrière, et surtout en Suisse, où il y a le syndrome de l'évitement amical, c'est que, ah oui, tout va bien. Et puis dans le couloir, alors ça ne va pas du tout, il faut qu'on fasse quelque chose. Apparemment, ça vous dit quelque chose. Merci déjà, un grand applaudissement pour vous, merci. Et donc, nous allons passer à l'acte numéro 2. Je ne sais pas où il est, notre Douglas. Il est là. Voilà, tu vas dire maintenant qui tu es et ce que tu fais. Dans cet acte 2, je vais jouer le rôle du modérateur. Donc, suite au conflit entre Christian et Joren, il y a un exercice qui a été demandé à réaliser pour pouvoir exprimer le conflit qu'ils ont vécu précédemment. Bien. Donc, les deux protagonistes doivent dessiner comment ils ont vécu la scène. Et donc, à présent, c'est à Christian de dévoiler sa peinture ou son dessin. Voilà. Et Joren doit s'exprimer sur ce dessin. Et pendant ce temps, Christian ne doit rien dire sur les commentaires de Joren. Bon, déjà, Christian, tu as raté ta profession parce que tu devais faire des cartoons et des BD, hein, franchement. Alors, mais je suis sidéré là. Ouf. Ce que je pense, disons, apparemment, ce que tu as ressenti dans cette réunion, c'est que je suis arrivé comme un rouleau compresseur, carrément avec une bombe pour faire exploser l'entreprise. Et alors, c'est lourd comme image. Hein. Ça me déstabilise beaucoup, hein, parce que ce n'était pas du tout mon intention, très franchement. Oui, j'en suis sûr, Joren. Mais c'est une image qui me parle beaucoup, tu vois. J'ai eu le sentiment que tu m'as envoyé quelque chose, effectivement, d'explosif. Et puis que surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de réflexion sur comment ça allait exploser de l'autre côté, quoi. Mais je pense que globalement, ça serait simple à mettre en compte. Ouais.
Ouf, franchement, alors là, je dis, c'était pas mon intention, hein, déjà. Tu peux comprendre mon impression? Maintenant, je m'aperçois, je la comprends pas très franchement, mais je m'aperçois que effectivement, ça a dû te heurter très profondément. Dans ma fonction, tu me demandes beaucoup là, d'un coup. Voilà, je demanderai à Joren de dévoiler son dessin, sa peinture, pour illustrer comment lui, de sa perspective, il a vécu le conflit. Et à nouveau, maintenant, Christian s'exprimera sur ce dessin sans que Joren s'exprime. Bon, bah toi, tu n'as pas raté ta vocation. Un cœur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Un cœur entouré de noir, avec un point d'interrogation. C'est une question que tu me poses? Est-ce que j'ai du cœur? Est-ce que j'ai montré de l'empathie ou du cœur dans ma réaction? Est-ce que j'ai des hypothèses, hein? Est-ce que j'étais vraiment sérieux de prendre mieux en considération mes gens, ou est-ce qu'en fait c'était sad et puis que j'ai pas le courage d'aller jusqu'au bout? En tout cas, je vois que je t'ai certainement touché au cœur et que tu as des questions ou des interrogations. Je peux parler? À toi, Joren. Alors, en fait, ça, c'est pas mon cœur, c'est le tien. C'est le mien. Et tu m'as attiré parce que j'étais vécu comme quelqu'un de très humain, très ouvert. Et c'est comme si un cadre noir, quelque chose de noir était sur toi et qui a enfermé ton cœur. J'avais plus accès à ça. Tout d'un coup, j'ai rencontré quelqu'un de froid, de distant. Et ça m'a complètement déstabilisé. Et surtout que mon intention était de t'aider et de remplir la mission que tu m'as confiée. Ok. Non, mais je peux comprendre. Je vois effectivement, je comprends mieux cette noirceur autour du cœur. Et effectivement, je me rappelle, l'entretien je me suis vraiment fermé très vite. Voilà, merci Christian, merci Joren pour avoir réussi à illustrer leur conflit et d'en parler calmement. C'est ça aussi l'important. Et en exprimant avec respect aussi chacune des perspectives. Alors, on arrive à la deuxième pilier de ce qu'on considère être important dans une culture de changement, c'est le courage. Alors bien sûr, d'abord le courage, c'est le courage du manager, du dirigeant ou de l'homme politique qui se rend compte, après avoir pris conscience que le statu quo n'était plus possible, qui se rend compte qu'il faut faire quelque chose et qui a le courage de le dire et de faire quelque chose. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans les rencontres avec des dirigeants, c'est ce que j'appelle le syndrome du lundi matin. C'est-à-dire quand on part en général dans des séminaires entre dirigeants, on part le vendredi ou le jeudi ou le vendredi. Et puis le vendredi, on se dit entre nous, ouais, c'est pas possible, ce monde n'est plus possible, j'arrive plus à gérer mon entreprise, ça passe de moins en moins, les collaborateurs comprennent de moins en moins, il faut que je fasse quelque chose, etc. Et on repart en général blindé le vendredi soir ou le samedi en se disant, je vais changer quelque chose. Puis le lundi, on remet le costume, on rentre de nouveau dans le système, et le système, il est vachement puissant quand même. C'est un système qui s'est perfectionné depuis des dizaines d'années, un système dans lequel on vit. Il y a des écoles de management qui nous ont appris comment il fallait soi-disant gérer les entreprises. Les actionnaires qui sont là avec leurs attentes de dividendes, les questions de pouvoir et tout ça. Puis on arrive le lundi, puis on se dit, lundi prochain plutôt, lundi prochain. Donc il faut du courage pour se lever et dire, ok, on va changer quelque chose. Et le Christian du jeu de rôle, tout à l'heure, il avait le courage de dire, on va changer quelque chose. Ça, c'est la première partie. C'est le courage de regarder l'extérieur, de prendre conscience de ce qu'il y a à l'extérieur, puis de dire, on va changer. Mais il y a le deuxième courage.
Le courage, c'est d'affronter sa propre noirceur, ses propres limites, ses propres peurs. Et là, dans le premier entretien, ça a fait ni une ni deux. Dès qu'Yorod m'a proposé un truc un peu ambitieux, j'ai fait comme une huître, j'ai eu peur. Peur de mon intention initiale, peur de devoir expliquer ça, peur de proposer ça, peur des réactions de mon entourage. Et j'ai tout de suite fermé. Et on est confronté, en fait, dans un changement, on est confronté tout de suite à ses propres limites. Et le courage, bien sûr, c'est le courage de parler, de dire ce qu'on veut changer. Mais le courage d'après, le plus important, c'est d'accepter de se voir propre faiblesse. Et en tant que manager, on a été tellement habitué à être impeccable dans notre tenue, dans nos propos, dans nos résultats. Toujours, il faut que ça soit parfait. Et cette culture de la perfection, elle crée une peur incommensurable. Et si le manager ne se donne pas la tolérance d'avouer, de s'avouer à soi-même et d'avouer à son entourage ses propres faiblesses, ses propres peurs, eh bien, il développe une culture dans son entreprise de perfection. Il ne donne pas l'autorisation d'avouer sa vulnérabilité. En même temps, il ne donne pas l'autorisation à un de ses collaborateurs de se l'avouer. Et donc, les collaborateurs font comme le chef, ils essayent d'être parfaits. Et là commence la culture de la peur, la culture de la dissimulation, la culture de l'erreur cachée, la culture qui fait qu'on n'ose pas demander de l'aide quand on en a besoin. Et puis ça, c'est pire que tout. Moi, dans ma dernière mission chez Swisscom, avant de changer, j'avais une mission difficile. Il fallait faire une fusion de zones, donc 2 fois 2500. Et dans cette fusion-là, j'ai fait des erreurs. Parce que c'est impossible de tout prévoir bien. Donc j'ai fait des erreurs. Et quand je voyais les erreurs se passer, instinctivement, ce n'était pas un plan prévu d'avance, mais instinctivement, j'ai dit, je vais montrer ma vulnérabilité et je vais montrer à mes équipes que voilà, j'ai échoué, j'ai fait des erreurs là et là. Et puis après, on l'a institutionnalisé. C'est-à-dire que quand on avait nos réunions de management, une fois par trimestre, je demandais toujours, après l'avoir fait moi-même, à 2 managers, un de raconter son échec et un de raconter sa réussite. Et d'expliquer ce qu'il avait appris, les deux, ce qu'ils avaient appris dans ces cas-là. Pour un peu symboliser, enfin, célébrer aussi les erreurs. Célébrer les erreurs. Vous savez, cette phrase, cette anecdote célèbre dans une entreprise de ce chef financier, je ne sais pas, qui a fait une grosse erreur dans les chiffres et puis qui a laissé passer quelque chose qui a coûté 200 ou 300 000 francs à l'entreprise. Et puis les investisseurs ou les journalistes posent aux dirigeants la question, mais qu'est-ce que vous allez faire de ce chef des finances? Vous allez le licencier, j'espère. Et il dit, le licencier alors que je viens d'investir 200 000 francs dans sa formation. Donc célébrer les erreurs, c'est pas trouver que l'erreur c'est bien, mais c'est avoir le courage d'en parler soi-même, pour soi, les autres, et puis d'en tirer les leçons. Donc voilà, je crois que le courage, c'est toujours pareil, le courage extérieur, de voir les choses qui ne vont pas, de les dire, de vouloir changer, mais surtout être prêt à affronter tout de suite ses peurs, ses limites, ses échecs, afin de permettre aux autres de le faire. Et ça, je pense que c'est encore plus courageux d'avouer une faiblesse que de dire qu'on va conquérir le monde avec sa marque ou son produit. Eh bien, moi, je voudrais partager avec vous, toujours maintenant, le courage du consultant. Parce qu'en tant que consultant, nous sommes face à des dirigeants qui ont peur, comme Christian vient de le dire, qui sont des êtres humains. Je peux vous affirmer, des dirigeants, même les très grands dirigeants, les PDG, présidents, directeurs généraux, c'est un être humain. Et souvent, quand on me confie une mission, on me dit, attendez, ce sont des personnes très cartésiennes, beaucoup de temps, il faut leur parler surtout très factuellement. Et j'ai dit toujours, mais écoutez, merci de me prévenir, merci de m'avoir prévenu que maintenant je sais que ce ne sont pas des êtres humains. Et donc, c'est quoi le courage du consultant? Encore une fois, je pense que si je prends ma mission à cœur en tant que consultant,
Je ne peux pas y aller avec mes outils et dire regardez, et puis voilà, ça fait 30 ans que je fais ça, vous faites comme ça, et ça va aller. Non, parce que chaque cas est différent, chaque être humain est différent, chaque dirigeant est différent, avec un contexte différent. Donc, je dirais, pour changer les mentalités, il faut du courage. J'aime bien parce que pour réveiller l'ours, c'est ça un peu ce dont nous avons peur. Et en fait, le courage de sortir des sentiers battus. C'est ce qu'on vous a montré là, par exemple. Même cette conférence, c'est un peu, on s'est dit avec Christian, en préparant cette conférence, comment on peut montrer qu'il faut faire des conférences différemment. Donc déjà, par exemple, j'aurais aimé une salle où on était, par exemple, on serait en cercle ou en demi-cercle. Hein, et donc, pas comme ça, où on se voit différemment, l'énergie est différente. On s'est dit, mais non, on va faire des jeux de rôle et à partir de là, nous allons essayer d'illustrer ce que nous voulons dire. C'est de risquer l'inachevé. Peut-être cette conférence vous ne plaira pas, mais ce que je peux vous dire, vous assurer, aussi bien Christian et moi, on a mis tout notre cœur. Donc 200 000 francs, oui, c'est pas mal pour apprendre ici. Mais toute cette préparation de la conférence, si ça ne marche pas, mais on a risqué l'inachevé. Se montrer vulnérable, je pense que c'est le plus dur dans notre monde occidental. Pression contre pression, je suis fort, je sais faire. Christian, vous avez peut-être... Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà participé à une Fuck Up Night ici? Voilà, donc... C'est quelque chose qui est un mouvement mondial et je connais même une banque qui est formidable qui a osé faire ça. À l'intérieur, c'est Piggy Gallant. Et donc, ils ont fait ça avec... Et ça a donné un énorme élan d'énergie quand justement des collaborateurs pouvaient témoigner là où ils n'étaient pas bons, où ils ont raté quelque chose. Et puis tout d'un coup, le premier a commencé, le deuxième, le troisième. Moi aussi, qu'est-ce que ça fait du bien de dire nous ne sommes pas parfaits. Et d'adresser les non-dits. Ça, c'est justement là, un outil. Je vais vous donner quelques exemples maintenant parce qu'on me demande toujours, oui, c'est super beau, mais comment vous faites? Comment vous faites réellement? Et donc, un de mes outils préférés, c'est le dessin. C'est vraiment de demander aux protagonistes de dessiner leur perception. Et au travers de ça, se transportent énormément de choses. Donc, le problème est que, en fait, nous avons tous peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Et que, qu'est-ce qui se passe quand les émotions vont sortir? On ne maîtrise plus rien. Alors que nous vivons dans un univers où le maître mot est contrôle et maîtrise. Puisque je dois maîtriser mes objectifs et surtout coter en bourse, mais les éléments financiers sont très importants, il faut que je les atteigne. Donc là, je vous montre justement, vous voyez, une façon très différente, 80 personnes qui se connaissaient à peine, c'était de 15 nationalités différentes. On n'avait pas beaucoup de temps, hein, parce qu'aujourd'hui, on vous demande de plus en plus de réaliser des choses plus rapidement. On avait une journée et demie, il fallait parler de nouvelles stratégies. C'était une société dans l'automotive. Et donc, voilà, donc déjà, ils sont disposés différemment. Ensuite, on a demandé, on était 2 consultants pour mener ça, on leur a demandé notre perception de la culture d'entreprise. Ils se sont regroupés par âge d'appartenance à l'entreprise et ont réalisé des peintures sur leur perception de la culture d'entreprise. Et c'était assez magique ce qui s'est passé très très vite. 1h30 plus tard, vous avez ce même groupe avec Vie Peinture et chacun a exprimé comment, donc chaque groupe, comment il voit l'entreprise. À partir de là, c'est ce que j'appelle, c'est un premier pas pour l'alignement émotionnel, pour qu'on puisse commencer à travailler sur, évidemment, ce qui est attendu, la stratégie, les changements en cours, etc. Je vais vous montrer un autre exemple, et là, on rentre vraiment dans le dur. Là, vous allez voir une entreprise des Allemands qui ont montré, en fait, c'est une filiale d'une société américaine qui souffrait énormément ce qu'ils appelaient le diktat de cette société américaine. Notre vécu de la coopération. Là, c'est eux, l'éléphant, ça c'est eux, qui pleurent parce qu'il a les Chinois, hein, donc qui sont en train d'allumer, hein, ici
Là, vous avez le controlling en hélicoptère. Et là, vous avez la société mère qui dit toujours plus de dollars. Allez-y. Ce qui a changé et qui était énorme, quand il y avait les dirigeants américains qui étaient là, il y avait eu énormément de réunions auparavant où les Allemands ont voulu communiquer leur désarroi. Rien à faire. Quand les dirigeants américains ont vu cette image-là, ça les a tellement interpellés qu'ils ont tout d'un coup, ils étaient ouverts à une discussion de changer quelque chose. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Les émotions ne passent pas par les mots, ils passent par les métaphores. Et une des métaphores, je vais vous en montrer une autre tout à l'heure, c'est donc le dessin. Là, vous en avez un autre. Ça, c'est l'expérience de notre expérience de la coopération internationale. Et là, c'est carrément la surveillance, je dirais le fouet. On est attaché, on ne peut rien faire. Ici, c'est le marché qui est très dur et en plus, c'est empoisonné. Évidemment, pour vous, ça ne vous dit pas grand-chose puisque vous n'êtes pas impliqué. Mais quand vous faites ça vous-même déjà, quand les protagonistes ont fait ce dessin, je les vois encore, le soulagement que c'était. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut pas? Ah non, on ne peut pas dire ça. Si, on va y aller. Ça fait un bien. Parce que tout d'un coup, l'humain fait surface. Le manager s'efface au profit de l'humain. Ma femme a toujours dit, qui travaille aussi avec moi dans l'entreprise, qui a toujours dit, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est faire muter le manager vers l'être humain, pour qu'ensuite, qu'il redevienne un manager conscient. Donc, maintenant, vous avez peut-être entendu parler du projet Aristote de Google. C'était un projet qui était mené il y a 4 ans, je crois maintenant. Et ils ont fait observer 180 équipes dans l'entreprise au niveau mondial par des scientifiques, des sociologues, des psychologues, pour déterminer quels étaient les facteurs qui rendaient un groupe ou une équipe performante. Et qu'est-ce qu'il en est sorti? En fait, des choses qu'on connaît, hein, l'impact qu'a le travail sur l'importance de ce qu'ils font, le sens, pourquoi je fais ce que je fais. Il y a aussi la structure qui est importante, la clarté, la structure, qui fait quoi. Et aussi la codépendance, c'est-à-dire on est interdépendant. Il faut qu'on puisse faire confiance à nos coéquipiers. Mais qu'est-ce qu'il était le numéro 1 et de loin? Et la conséquence de ça était même de dire, si le numéro 1, si ça n'existe pas, vous pouvez oublier les 4 autres. La sécurité psychologique. Qu'est-ce que c'est la sécurité psychologique? La sécurité psychologique, c'est la capacité à s'exprimer, à prendre des risques sans se faire réprimander par un leader. Et donc, pour moi, aujourd'hui, et c'est ça que j'essaie de faire, d'y contribuer en tant que consultant, coach, c'est de créer un climat de sécurité psychologique. C'est la première tâche pour un leader pour moi aujourd'hui. Évidemment, il faut qu'il soit compétent. Évidemment, il faut qu'il ait une vision, une stratégie à mettre en œuvre. Bien sûr, cette capacité de mettre l'organisation à l'aise pour qu'il puisse y avoir un feedback ouvert, c'est pour moi le numéro 1 aujourd'hui. Donc, je vous donne maintenant un dernier exemple pour que vous voyez vraiment comment ça se passe dans la réalité. Quand j'ai coaché un comité de direction, on m'a demandé, on n'a qu'une seule journée. Je dis oui, mais j'aimerais bien faire un recueil de perception auparavant pour comprendre des interactions entre les uns et les autres. On n'a pas le temps pour ça, ok? Donc cette journée, et puis je voyais tout de suite la tension, notamment entre le numéro 1 et le numéro 2. Et puis au bout d'une heure, je disais à l'équipe, on était dans un environnement sportif de chevaux. Et je disais, écoutez, on va arrêter ici parce que ça ne sert à rien de continuer. Je vous demande maintenant, vous avez 15 minutes de pause, et vous revenez avec un objet qui va symboliser pour vous l'état de la coopération entre vous. Les gens un peu étonnés sont sortis. Déjà, ça leur a fait du bien de sortir. Et puis, au fur et à mesure, ils reviennent. Et donc, je vais vous montrer le premier qui est arrivé. Ça, c'était le boss.
Elle a dit, waouh, super coopération, génial, tout va bien. Numéro 2 arrive. Elle a trouvé, évidemment, c'était un environnement pour. Le numéro 3, avec du barbelé. Je dis, ok, très bien, posez ça ici au milieu. Numéro 4, avec une pierre, mais vraiment pas une petite pierre, hein, une pierre comme ça, je ne sais pas, 15 kilos, boum. Paillasson. Il y en a un qui est avec un paillasson qui met là. Et maintenant, le dernier, et c'est vrai, je dirais, malheureusement, je n'ai pas fait une photo de ça, ça je le regrette encore aujourd'hui, mais c'était trop intense. Il est arrivé avec ça. Donc, je dis bienvenue de retour. Maintenant, je vous invite à regarder ces symboles par terre. Et puis, le premier qui voudrait parler, parlera. Alors là, qui va commencer à parler? Ils sont là. Ces managers qui sont très bien payés, que tout le monde admire, etc. Ah non, alors le chef, silence, il dit, apparemment, je suis le seul à trouver quelque chose de bien dans cette coopération. Et là, le numéro 2 explose littéralement et dit, moi, je suis tellement content de voir aussi que je ne suis pas le seul qui sont traités comme un tas de merde. Oui, je me sens enfermé, ça c'était barbelé dans mes compétences, je ne peux jamais sortir de là. Moi, c'est comme un paillasson, je me sens comme un paillasson. Toute la saleté, elle est déversée sur moi. Quand j'arrive le matin dans l'entreprise, j'ai un poids dans l'estomac. Et puis, voilà. Donc, et puis là, c'était effectivement, lui il disait, je pense, j'ai toujours peur de la prochaine fois que vous allez frapper. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il est sorti de là? Il y avait un silence. Et là, évidemment, en tant qu'animateur, on a évidemment un rôle à jouer. Il ne faut pas que ça devienne une agressivité gratuite. Et justement, une crise de conscience pour tout le monde. Et là, le PDG, il a pris la parole. Et évidemment, ça a duré beaucoup plus longtemps, mais la quintessence de ce qu'il a dit, écoutez, je suis vraiment bouleversé par ce que je vois. Il faut que je vous dise quelque chose. Je n'étais pas toujours comme ça. À l'âge de 28 ans, j'étais un jeune cadre ambitieux et avec un ami dans l'entreprise, on était en concurrence pour le même poste. Moi, j'ai joué le jeu et en fait, c'est l'autre qui a pris le poste. Et après coup, j'ai vu qu'il a eu des informations que je n'avais pas retournées contre moi. C'était le moment où j'ai décidé, plus jamais, je vais faire confiance, je vais faire mon propre jeu et je vais arriver jusqu'en haut comme ça. Quand ça s'est sorti, et là, évidemment, l'ambiance a changé. Et maintenant, alors, il ne faut pas croire maintenant, oh, super, alors tout va bien. Hein, donc maintenant, on va chanter Homme ensemble et on va faire la stratégie. Ce n'est pas ça. Mais il s'est passé quelque chose de très humain, respect. Il y a quelque chose, tiens, l'être humain est apparu. Et à partir de là, nous avons pu dire, OK, comment on va travailler ensemble? Avec ce passif historique, qu'est-ce qu'on peut changer? C'est la première étape. Nous voulons toujours aller très vite, ça y est. Virus émotionnel, comme j'appelle ça, clarifié, maintenant on y va. Non, il faut du temps, on va le voir encore tout à l'heure, il faut le temps pour y remédier. Et donc, nous arrivons à notre troisième rencontre qui va s'illustrer maintenant. Alors, la résilience. La troisième vertu du changement. Une fois qu'on a eu la conscience de voir ce qu'il fallait changer, qu'on a eu le courage de dire ce qu'il fallait changer et de lancer le changement, s'il n'y a pas de contre-courant à affronter, c'est qu'on ne change rien. Donc quand on change, c'est obligatoire qu'il y ait des résistances. Et c'est là que la résilience rentre en ligne de compte. Parce que si on se décourage au premier pushback de l'organisation, de son patron, de ses employés, on arrête. Donc la résilience, c'est un mot assez à la mode.
C'est des études relativement récentes qui travaillent beaucoup sur cette notion-là, parce qu'on s'étonne pourquoi il y a des personnes qui ont plus de résilience que d'autres. Il y a des gens qui sont frappés par des drames importants dans leur vie, hein, et qui arrivent à remonter après le drame, la pente, et il y en a qui se laissent glisser. Et c'est très subtil, on ne comprend pas très bien ce mécanisme. L'emblème de la résilience, hein, c'est Martin Gray, vous savez, au nom de tous les miens, qui est cette personne d'origine juive qui vivait à Varsovie avant la guerre, et puis qui, pendant la guerre, a perdu toute sa famille, hein, qui a été exterminée dans les camps. Et lui a été dans un camp. Il a été dans un camp dont on est supposé ne jamais revenir, puisqu'il était dans l'ultime station, donc la station où on ramassait les corps, hein, et les Allemands supprimaient ces gens-là pour pas qu'ils témoignent. Ben lui, il s'est échappé de ce camp dans des conditions rocambolesques, hein. Et à la fin de la guerre, il s'est marié, hein, il a eu 3 enfants, hein, il s'est installé dans le sud de la France. Et puis, un jour, il y a eu un feu de forêt pas loin de sa maison. Il a décidé d'aller chercher des secours. Il a laissé sa famille à la maison, et toute sa famille a péri dans l'incendie de la maison, hein. Et quand les gendarmes sont venus, ils lui ont annoncé ce qui était inaudible. Et il a rebondi dans la vie, hein, et il s'est remarié, il a refait des enfants. Et il est mort, je crois, récemment, à 99 ans, je crois, après avoir témoigné dans les 10 dernières années de sa vie dans les écoles sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une figure en résilience. Et quand un manager développe ça, il est inarrêtable. Il est inarrêtable. Alors moi, il y a une image que j'aime bien employer parce que je suis marcheur en montagne pour la résilience. C'est quand on part en montagne tôt le matin, quand on regarde le sommet, la croix en général où on veut aller, c'est loin, hein. Et puis parfois on descend au lieu de monter. Et la descente, c'est un peu nos échecs dans le changement qu'on est en train de faire, hein. Des fois on descend la pente. La résilience, c'est parfois de regarder juste ses pieds et puis de mettre un pied devant l'autre. Moi, j'ai eu comme tout le monde, j'ai eu des épreuves dans la vie, hein, des choses réussies, des choses moins réussies. Et puis dans une période de ma vie, j'ai eu une difficulté familiale forte. Et puis je m'en ouvrais avec un ami qui était à Paris, un ami d'enfance. Et j'étais vraiment très très mal. Et il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit: Christian, chaque jour est une victoire. Chaque jour est une victoire. Et je crois que c'est une belle image de ce que c'est que la résilience. C'est que parfois, quand on est en chemin et que ça paraît interminable, il faut découper ça en toutes petites sections et se dire: juste aujourd'hui, je veux juste atteindre ça. Et ce soir, je célébrerai ma journée. Chaque jour est une victoire. Alors, Yoren et moi, je crois qu'on partage une conviction, c'est que le management est en train de changer, qu'il doit changer, si on veut créer ensemble un monde et une société plus agréable à vivre. Et les managers de demain et les managers d'aujourd'hui, pour être des managers complets, on pense qu'il faut qu'ils développent une triple intelligence, que j'appelle tête, cœur et âme. L'intelligence intellectuelle, qui est la plus connue, celle qu'on cultive depuis nos jeunes années d'école, qui est célébrée partout, tout le monde comprend le quotient intellectuel, et qui est fondamentale dans le changement. C'est elle qui permet d'analyser, c'est elle qui permet d'être rationnelle, c'est elle qui permet de faire des plans qui tiennent debout. Et donc l'intelligence intellectuelle, il ne faut pas la négliger, il ne faut pas croire qu'on va être juste driver, on va juste manager avec le cœur. Puis la deuxième intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle, celle du cœur, celle qui permet de ressentir les émotions, les siennes, celles des autres, celle qui permet de se sentir, et de ce qui est juste et ce qui est moins juste. Et puis la troisième intelligence, c'est l'intelligence de l'âme, l'intelligence spirituelle. Spirituelle dans le sens, non pas de religion, même si ce n'est pas exclu que ça soit ça la force qui donne cette intelligence, mais la spiritualité au sens de ce qui nous relie. Le monde aujourd'hui nous crie que nous sommes un. Et que ce qui est fait à Singapour, ça a des impacts au Brésil.
Et on ne veut pas le voir, ça, que nous sommes un et que nous sommes tous reliés, et que nos actes ont des impacts sur tout le monde. Quand une entreprise licencie 50 personnes, elle délègue son problème à la société, mais elle crée un problème à l'extérieur. Quand une société, quand nous, consommateurs suisses, nous achetons des t-shirts qui sont fabriqués dans des conditions peu recommandables dans les pays d'Asie du Sud-Est, hein, nous sommes tous un. Et cette unité, cette perception spirituelle que nous sommes un, change le regard qu'on a sur son entreprise, sur l'action qu'on doit avoir. Et il faut les faire marcher ensemble, ces intelligences. Cette semaine, j'ai eu un premier rendez-vous avec mon président. Puis je lui ai fait part de mes premières intuitions sur la situation, et puis ce que je ressentais comme conviction. Et on a passé la soirée, non pas à discuter de mes convictions qu'il partage, mais comme c'est un homme bienveillant et qui m'encourage, il a passé son temps à me dire « Mais comment vas-tu emmener les gens avec toi ? Tu vas être capable de leur parler dans leur langue à eux. » Parce que quand on fait du changement, on est à A et on pense qu'il faut aller à B. Le leader qui pense qu'il faut changer, il est déjà à B. Mais il parle à des gens qui sont à A encore. Et les gens qui sont à A, ils sont dans leur monde. Et si moi j'attends qu'ils viennent dans le mien, je peux attendre longtemps. Donc avec les trois intelligences, rentrer dans le monde qui est A et essayer de faire partager la nécessité du changement. Et avec certaines personnes, il faut pas parler avec la tête, et c'est la majorité, parce qu'on vit dans un monde carré. Un jour, j'ai une coach avec qui je travaillais, qui m'a dit « Christian, t'as pas de chance ?» Je lui dis « dis-moi ». Elle me dit « Tu es rond et tu vis dans un monde carré. » Et parfois, pour parler au carré, il faut parler le langage du carré. Voilà. Alors, je suis un peu fou parce que j'ai choisi une société d'ingénieurs qui est très carrée. Mais voilà, l'intelligence de la tête, parfois, il faut parler avec la tête. Moi, j'ai quelqu'un qui est un cadre que j'estime beaucoup, qui travaille chez Saint-Gobain en Allemagne, et qui a fait lui-même son programme de gestion de changement. Et puis, il a des ingénieurs à manager. Et lui-même, il est un ingénieur, c'est un polytechnicien. Et il a fait des recherches incroyables pour essayer d'expliquer les émotions d'un point de vue chimique. Et il a bâti lui-même son premier workshop de changement pour expliquer à ses ingénieurs que les émotions, c'était un phénomène chimique. Et alors là, tout à coup, les ingénieurs, ils ont laissé parler leurs émotions. Ils ont compris que c'était le cortex limbique qui ne pouvait pas faire autrement que quand il y avait une opposition de hurler, quoi. C'était le réflexe animal. L'animal, quand il est attaqué, soit il fuit, soit il agresse, soit il frise. Et ça, les ingénieurs, ils ont compris. Donc, quand il y a une attaque, il y a des collaborateurs, évitement suisses, c'est ça, j'ai suivi. Ils fuient. Il y en a qui se frisent, ne bouge pas, surtout changement dans l'entreprise, ne rien dire, ne rien faire. Et puis, il y a ceux qui contre-attaquent. Ils vont se syndiquer, tout ça. Donc ça, on comprend bien. Donc voilà, être capable de jouer sur ces trois intelligences et les cultiver. Alors, tu as l'image du livre d'Alexia. Alors, j'ai une bonne amie qui est Alexia Michels, qui a écrit un livre que je vous conseille si vous vous intéressez à la résilience, parce que c'est un livre extrêmement pratique, qui s'appelle L'élan de la résilience, et Alexia qui joue sur ces trois intelligences, tête, cœur et âme. Elle vous propose des petits exercices quotidiens pour pratiquer la résilience, qui est la qualité de l'endurance absolue. Donc voilà, il y a des moyens simples pour en fait arriver à garder le cap. Moi, je me suis, et ça sera le mot de la fin, je me suis beaucoup posé la question, mais en fait, d'où vient ma propre résilience? Comment est-ce que je garde les choses? Et puis, j'ai un peu réfléchi sur les types de motivations qu'on peut avoir quand on veut changer une entreprise. Alors, il y a des motivations qui sont liées au fait qu'on veut gagner plus d'argent. Il y a des motivations qui sont faites autour de la volonté de briller et de montrer qu'on est capable de faire des choses. Il y a des motivations qui sont liées à la volonté de renforcer la marque de son entreprise, d'améliorer sa réputation. Il peut y avoir plein de motivations. Le problème de toutes ces motivations, c'est que quand
le temps devient mauvais et qu'il y a de la résistance, ces motivations, souvent, elles volent en éclats. Combien d'entreprises ont affiché des programmes de responsabilité sociétale d'entreprise et à la première difficulté économique, elles sont retombées dans leurs travers précédents? Combien? La grande majorité. Et en parlant avec des dirigeants qui ont changé leurs entreprises, en réfléchissant aussi sur ma propre façon d'être, je crois que finalement, quand on veut garder une vraie résilience, eh bien, il faut avoir une conviction intime, et il faut bien se connaître et se dire que voilà, on veut simplement créer un monde dans lequel on a envie soi-même de vivre et d'être bien. J'ai parlé avec un patron d'entreprise de Lausanne il y a quelque temps qui a décidé de changer son entreprise et de l'amener vers une entreprise qu'on appelle libérée, donc avec plus de pouvoir pour les collaborateurs. Et il dirige cette entreprise depuis l'âge de 25 ans. Il l'a créée après son apprentissage. Et puis vers la quarantaine, il s'est distancé petit à petit de l'entreprise. Il a confié les clés à quelqu'un. L'entreprise a prospéré. Lui était propriétaire, il touchait les dividendes. Mais il m'a dit, j'avais honte de la manière dont mon entreprise était gérée. Et à un moment donné, il a dit, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter que mon entreprise ait ce fonctionnement intérieur. Et il est revenu dans l'entreprise, il a complètement changé l'entreprise. Il connaît des situations économiques qui n'est pas meilleures, mais il dit, c'est mon entreprise. Donc il a cette identification absolue avec son entreprise. Et je crois que cette conviction-là, se connaître soi-même, savoir qui on est, savoir ce que l'on veut créer comme monde autour de soi, et avoir le courage de se dire, je ne veux pas vivre des années dans un théâtre et jouer un rôle qui n'est pas le mien. Je ne veux plus avoir cette schizophrénie que tellement de gens connaissent dans les entreprises, qui fait que le matin, quand on s'habille et quand on serre la cravate, on endosse un rôle et qu'on s'interdit d'être soi-même pendant toute la journée. Et ça, c'est dramatique, parce que ça crée ce sentiment de superficialité. Et donc, je crois que la vraie résilience vient du fait qu'on est clair, grâce à sa conscience, sur ses valeurs profondes, qu'on a le courage de les mettre en œuvre, et que c'est comme une boussole, et qu'à chaque fois qu'on a des difficultés, on revient vraiment sur ce qui est fondamental, et on tient la barre. Voilà mon expérience. Eh bien, comme nous sommes globalement un peu au-dessus du temps, là, c'est pas grave. Bon. Je voulais juste partager une bonne expérience de résilience dans mon métier. En fait, quand j'étais jeune, je pensais avoir tout compris. Et la première chose que je voulais faire quand j'étais avec un nouveau client, j'ai dit, il faut faire comme ça. Et croyez-moi, c'est ça. Et je me suis pris pas mal de baffes. Puis, à un moment donné, via la méditation, la recherche personnelle, développement personnel, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Tout est dans l'intention. Dans quelle intention je fais quelque chose? Est-ce que je viens à cette conférence pour étaler mon savoir-faire et pour dire, mais tiens, il y a peut-être un client potentiel qui est ici et qui va regarder comment je suis beau, super, il faut qu'il me prenne? Ou est-ce que je vais dans cette conférence en disant, je vais essayer de partager avec mon public pour donner un maximum d'informations et peut-être de prise de conscience. Et ça m'a beaucoup aidé après dans les projets. Parfois dans les groupes où les virus émotionnels éclatent. Je fais ça, le management des émotions collectives. Le soir, dernier feedback à 11h. Le groupe est à bout. Ils sont complètement dans leur truc et ils ne savent pas comment s'en sortir. Et vous en prenez plein dans la figure. Puis, résilience veut dire, ça c'est leur affaire. Toi, tu as fait la meilleure chose que tu pouvais faire pour ce groupe. Je dors mal. Je me relève à 5h du matin. Et je me dis, mais non, on ne peut pas continuer comme ça, il faut faire autre chose, etc. À 7h, il y a le premier client que je croise, qui ne m'a pas dit bonne nuit. Il dit, bonjour Johan. Deuxième client qui dit,
Ah, c'est fatigant, hein, mais c'est génial, hein. Franchement, c'est vrai. Et au petit déjeuner, j'ai des gens qui sont super contents, qui sont là. Bon, mais maintenant, on y va. Et le premier feedback du matin, c'est « Waouh, on est allé loin. On a vraiment trouvé des choses extraordinaires. » Et là, moi, la pierre dans l'estomac qui part. Finalement, j'ai bien fait. Mais pourquoi ? Parce que je ne voulais pas leur montrer que j'avais raison et qu'eux, ils avaient tort. Je voulais les emmener vers quelque chose. Et ça, pour moi, c'est réfléchissez vous-même à tout ce que vous faites. Dans quelle intention vous rencontrez quelqu'un ? Vous postulez pour un nouveau job. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez un nouveau job ou vous voulez donner le meilleur de vous-même pour cette entreprise ? Vous voulez que l'argent ou vous voulez aussi partager votre passion, votre envie de vivre, votre envie de communiquer ? Ça change complètement votre vie et la donne. Et une dernière, j'ai encore 2 choses que je voulais partager avec vous. Ce qu'on ignore aujourd'hui beaucoup. Il y a 2 temps. Il y a le temps business dans le changement qui est, on est ici, il faut structurer le plan de communication. Et bien voilà, dans 6 mois, on va être là. Et la valeur boursière doit avoir doublé minimum. Et donc, go, on y va. Nous sommes dans le business. Business is business. Et puis les gens, en fait, le temps du changement, le temps psychologique fait que finalement, la performance des personnes au départ baisse. Parce que comme Christian a dit, le manager, il a déjà réfléchi pendant 6 mois là-dessus. Il est déjà parti dans les phases de changement. Il dit, moi je suis là, c'est simple, donc suivez-moi. Mais non, eux, ils vont d'abord dire, oh là là, qu'est-ce que ça va devenir ? Donc, et c'est là où les managers prennent peur parce qu'ils disent, oh là là, l'entreprise ne performe pas. On recule, on recule, on recule. Et donc tout d'un coup, ça change. Mais des dégâts qui se sont faits ici, parfois, sont tellement importants que c'est plus récupérable. Et ce qu'il faut, moi je ne plaide pas pour que finalement prendre cette courbe-là. Non, la réalité, il y a un temps business. Simplement, cette courbe-là devrait se rapprocher un peu plus du temps de changement. Et il y a des outils aujourd'hui pour rapprocher aussi le temps de changement du temps business. C'est ça le vrai challenge. Et en dernier, je voudrais vous donner, vous avez peut-être vu ces 2 petites figurines-là que j'ai. C'est quelque chose que j'utilise depuis plus de 20 ans. Parce que le jeu humain, la coopération, c'est un jeu d'énergie. En fait, ici, vous avez Vampirizer et Energizer. Et en fait, dans les règles du jeu, quand nous commençons un travail avec un groupe, il y a la première règle qui est « tout ce que vous direz et ferez peut être retenu en votre faveur ». C'est la première règle pour créer la sécurité psychologique. Et puis ensuite, on dit si quelque chose ne va pas, vous vous sentez mal, vous avez ici le Vampirizer, c'est-à-dire ça me suce de l'énergie. C'est quelque chose, là vraiment, il faut arrêter ça. Vous envoyez à la personne, tiens, Alex, vous entendez, ça fait waouh, bouh. D'accord ? Donc, c'est un signal, quelque chose va mal, et je n'aime pas. Et c'est une métaphore pour dire à l'autre stop. Et je t'explique pourquoi. Maintenant, ça c'est pas mal, mais ce qu'on ne fait pas du tout, c'est le contraire, l'energizer. La personne qui fait quelque chose avec vous et qui, waouh, vous vous sentez bien, super. C'est la personne qui vous a énergétisé. Et ça, j'en avais plus de 1000 comme ça, j'en ai plus actuellement, il faut que je les fasse refaire parce qu'ils sont tous dans les sociétés, dans les salles de réunion, qui ont appris à travailler avec ça pour exprimer les émotions. Et ce que je voudrais vous dire par là, ne l'utilisez pas si vous n'y croyez pas. Parce que là aussi, c'est important, on est très outil, je veux avoir un outil. Un outil ne marche uniquement si vous y croyez. Si vous prenez ça, vous allez et vous n'y croyez pas, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, oui, ça c'est justifié. Par contre, avoir le courage de le dire parce que vous y croyez, votre intention va dans la direction que le groupe va le prendre. Sinon, le groupe ne va pas y toucher. Et donc, voilà, j'ai essayé de vous donner quelques outils pratiques. Et ce qu'on voudrait faire maintenant avec Christian, c'est conclure cette conférence avec notre dernière rencontre, le 3e acte, qui est donc après nous avoir séparés, après on a vu nos perceptions mutuelles sur les peintures.
Johan, je suis content de te revoir. Salut Sur Christian, notre moi sujet. aussi. Ça m'a vraiment touché, hein, ton image. Hein. Franchement, je n'ai pas dormi. Après, Bah, il faut dormir. C'est pas oui, si oui, important. oui, moi, je te dis juste, c'était fort. Hein. Et je suis allé un peu fort, hein. C'est vrai. J'avais cette fougue, mais peut-être aussi un peu cette arrogance de dire, mais tiens, je viens du Nouveau Monde, je vais montrer à ce vieux monsieur qu'on peut faire autrement. Je suis désolé, je m'excuse. Écoute, c'est accepté. Moi, je t'ai pour t'exprimer, j'ai tout de suite fermé. L'image de ton cœur avec cette barbelée autour, ça m'a aussi beaucoup touché. Et je te remercie d'avoir eu le courage de l'exprimer. Et puis j'ai fermé la boutique assez vite, comme tu l'as vu, alors que je t'avais donné une mission et que je t'avais donné carte blanche. Écoute, voilà, c'est très bien, mais je pense que j'ai beaucoup appris. Hein. Peut-être on peut en profiter. Et d'ailleurs, je voulais te soumettre une autre idée. Vas-y, je t'écoute. Mais qui va dans ce sens-là. Parce que je pense que c'est important qu'on donne un peu ce pouvoir à un groupe. Et pourquoi pas commencer avec le comité de direction? Pourquoi pas dire, mais vous répartissiez vos bonus entre vous? Et ça, c'est une bonne idée. Parce que ça, tu comprends, je l'ai sous contrôle, on va commencer avec nous-mêmes. Ouais. C'est une valeur d'exemple pour l'entreprise. Ça va permettre au comité de direction aussi de vivre l'idée. Ouais. Ça me plaît. Merci beaucoup. Super, alors, je suis très heureux. Super. Merci Christian. Merci à vous. Voilà, donc on va passer maintenant à une période questions-réponses avec les orateurs, soit peut-être de partage de vos expériences de résilience, notamment. Donc il y a les micros. Donc si vous souhaitez poser une question, levez seulement la main. Là-bas, il y a une question. Vous pouvez parler comme ça, je pense. Oui. Vous avez parlé de méditation. Vous avez pratiqué actuellement. Comment est venue cette pratique dans votre quotidien, dans votre domaine professionnel? Est-ce qu'elle est venue justement dans un domaine privé, professionnel? Je me souviens plus exactement. Et puis la méditation... je crois que j'ai dû la pratiquer peut-être au départ plutôt de manière privée. Et après, c'est devenu une habitude, avec parfois des interruptions, mais maintenant, j'y suis assez fidèle, oui. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué à l'époque, c'est le livre de Sébastien Henry, qui s'appelle « Quand les décideurs s'inspirent des moines ». Et Sébastien est allé, en fait, en France, interviewer tout un tas de dirigeants qui en fait s'inspire de la pratique des moines dans les abbayes, pas pour des raisons religieuses, mais pour étudier la règle de Saint-Benoît et comprendre comment ça fonctionne. Anselm Grün est un moine très, très connu en Allemagne qui a fait des dizaines de livres sur le management. Hein. Et donc de toutes ces sagesses, donc la méditation c'est plutôt d'origine orientale, de toutes ces sagesses chrétiennes ou orientales, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre. Les jésuites ou les bénédictins sont parmi les plus anciennes communautés d'hommes et de femmes qui fonctionnent comme des entreprises par bien des aspects. Je voulais juste ajouter peut-être quelque chose qui va aussi vous aider, parce que méditation, c'est aussi quelque chose de très personnel. Moi, je suis arrivé à la méditation par la souffrance, tout simplement, par la vie qui m'a envoyé des choses que je ne comprenais pas. Et j'ai dû comprendre, j'ai eu la chance de comprendre la crise de conscience. Ce que je voudrais vous dire, moi j'ai trouvé une forme de méditation qu'on n'appelle pas du tout méditation officiellement. Par exemple, la méditation dynamique. Vous dansez d'abord, vous dansez jusqu'à épuisement. Et ensuite, quand votre corps est vidé quelque part des énergies, vous pouvez faire le silence. Nous, dans l'Occident, nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes des humains qui doivent bouger, qui doivent être actifs. Donc dire à quelqu'un,
comme nous dire, bah, sois maintenant, assis-toi, ferme les yeux et pense à rien, mais je pense tout le temps à quelque chose. Ouais. Non, là, je pense pas. Non, franchement, ne pensez pas à la Tour Eiffel. Vous ne faites que ça. Donc, la méditation, ça peut être du jogging. La méditation, ça peut être une promenade dans la nature. La chose qui est importante, que vous reliez à vous-même. Donc, peu importe la méthode. Hein, donc, ne confondez pas méditation toujours avec être assis et puis ne à rien penser. De toute façon, on n'y arrive pas. Moi, je n'y arrive pas, mais j'y suis arrivé par d'autres formes qui ont justement activé mon corps au départ. Voilà ce que je voulais juste rajouter. On est, surtout quand on est manager, mais on est tous des machines à penser. Hein. On a une machine à penser qui est absolument incommensurable. Dès qu'on se réveille, elle se met en route, pouf, 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 et toute la journée, elle nous parle. Elle nous met par terre, parce que les pensées qui s'expriment, elles sont incontrôlables. Et le problème, c'est que quand on n'a plus de recul, on s'identifie à ces pensées. C'est le problème des dépressifs, hein, parce que les dépressifs, ils ont plus cette distance, et quand les pensées sont noires, ça envahit toute la personne. Eh bien, le but de la méditation, c'est de retrouver cette distance. Mais il y a d'autres manières de le faire. Par exemple, toutes les activités dans lesquelles vous êtes dans vos mains. Donc, faire la cuisine, jardiner. C'est plus facile de retrouver de la distance, hein, bricoler. Hier soir, hein, Jean-Daniel, on est allé tirer. Le tir, c'est incroyable. En plus, en Suisse, ça se pratique dans toutes les communes. Quand vous tirez, si vous pensez à vos problèmes de bureau, vous tirez sur la cible d'à côté, je vous garantis. Hein. Le tir, c'est détendant parce que vous êtes obligé d'être focusé sur la cible. Et c'est une relaxation incroyable. Donc, sortir de la tête, aller dans les mains, et vous aurez cette phase où, en fait, ça s'arrête. De quoi ? Bah, il faut, c'est pas une obligation, mais c'est sain. Parce que les pensées les plus... Si vous croyez à l'intelligence spirituelle, les pensées les plus profondes, elles viennent de l'intérieur. Et elles ne viennent pas du cerveau. Elles viennent de l'intérieur de l'âme. Mais elles sont noyées dans le bruit des pensées du dessus. Donc si vous ne fermez pas l'étage là-haut pour que les pensées remontent vraiment, bah vous passez à côté de trésors. Et ce n'est pas la même nature de ces pensées. Vous sentez qu'elles viennent de quelque part. Alors si vous êtes croyant, vous pouvez relier ça à une divinité, mais sinon vous pouvez relier ça à votre âme profonde, à votre être profond. Et puis cette pensée, vous voyez qu'elle fait de la lumière en vous. Et là, il faut distinguer la nature des pensées. On n'a pas dit ce mot-là, mais je pense qu'une quatrième vertu du changement, c'est le discernement. Et le discernement, c'est très très difficile. Très très difficile. Comment discerner une pensée qui vient vraiment de moi, du profondeur de ma personne, de quelque chose qui m'est soufflé par ma boîte à musique là-haut. C'est pour ça qu'on dit souvent, et c'est un proverbe classique, hein, il faut dormir sur les décisions. Moi, très souvent, il m'arrive de dire à mes collaborateurs, je ne déciderai pas aujourd'hui. Je ne veux pas décider maintenant. Et il y a toujours une nuit entre une décision. C'est extrêmement rare qu'on ne puisse pas obtenir une nuit de répit pour décider. Parce que le matin au réveil, la boîte n'est pas encore là. Et là, vous avez des choses qui remontent. Et en général, c'est éclairant. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un maître spirituel qui était, je dirais, dans la philosophie était le rire, de savourer la vie, de danser et de rire. Et puis il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, ne crois pas tout ce que tu penses. Et à chaque fois que je suis tout d'un coup dans une pensée profonde, et puis ce monde, où est-ce qu'il va, et puis on ne peut rien faire, et Trump, et Maintenant, je pense Trump, je commence à rire. Mais à vraiment rire. Et puis, le rire va faire que ça disparaît. La force du rire est incroyable. Et ici, à Genève, d'ailleurs, il y a une association du rire qui est fantastique, où on apprend à rire et à partager le rire. Le rire est contagieux.
Mais faites-le pour vous. Juste une anecdote. Parfois, j'étais stressé avant une réunion. Je suis dans la voiture à Lausanne. Je suis devant un feu rouge. Je dois m'arrêter. J'étais perdu dans ma pensée. Tout d'un coup, prise de conscience. Tiens, je pense. Je suis négatif. Je commence à rire. Mais à vraiment rire. Mais tellement que je frappe sur le volant. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui frappe à ma fenêtre et dit « C'est quelle émission que vous écoutez ?» Et là, c'est de nouveau la capacité de... Parce que si on médite le matin, après, il y a toute la journée. Et toute la journée, on est dans sa boîte. Et comment on en sort? Mon amie, elle a 4 enfants. Elle en a un qui est un ado difficile. Et je lui dis souvent, mais Anne, je crois que si tu arrives à faire confiance, il va vraiment le sentir, faire confiance. Et elle n'arrive pas. Et puis un jour, je lui dis, écoute, on va utiliser ton écran d'accueil de ton smartphone. Tu vas écrire « Je fais confiance à Mathieu ». Et elle a écrit sur son écran d'accueil « Je fais confiance à Mathieu ». Et elle m'a dit, Christian, tu ne peux pas savoir le bien que ça me fait, parce que toute la journée, quand j'ouvre mon smartphone, je fais... Donc, c'est tout simple. C'est une manière de... Bon, moi, dans mes vulnérabilités, je suis quelqu'un d'assez consciencieux, et puis il m'arrive très vite, face aux difficultés, d'être un peu en souci, et puis de montrer un visage un peu renfermé. Et puis ça se voit. Donc moi, si vous prenez mon smartphone, l'écran d'accueil, c'est un smiley. Et dès que je l'ouvre, il y a un smiley qui me regarde. Alors je me dis, non, c'est tout bête, mais c'est un petit wake-up call de conscience pendant la journée, sans faire de méditation. Un autre, c'est dans les réunions. Quand vous êtes en réunion, comité de direction, hein, Jean-Daniel, 8 heures de long, simplement la posture comme ça, se sentir respirer. 1 fois, 2 fois, quand la discussion devient difficile. Juste ça permet de se rappeler le matin quand on méditait, et ça dure, ça n'empêche pas pas besoin d'arrêter la réunion. Mais toutes ces petites choses-là, ça permet à un moment donné de reprendre un peu de distance sur l'ego là-haut qui hurle des fois. Vous étiez, oui. Une question qui concerne ces 3 moteurs de changement, que finalement on demande aux managers d'intégrer sur l'intelligence émotionnelle, l'intelligence spirituelle. Pour le dernier, en fait, comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans la culture d'entreprise? Moi, je crois beaucoup à la valeur d'exemple. Moi, j'ai eu la chance, il y a quelques mois, de prendre la présidence d'une société qui était active dans le domaine de la nourriture responsable et durable. Et puis, j'avais des magnifiques conversations avec le fondateur, mais ça restait très intellectuel. Et puis un jour, j'ai décidé vraiment de m'intéresser à mon alimentation. Et pour ceux qui me connaissent, aujourd'hui, je pèse 10 kilos de moins qu'il y a 1 an. Je suis allé faire un jeûne, et puis après, j'ai gardé le rythme, et puis maintenant, mon alimentation. Et bien, en tant que président de l'entreprise, le fait de vivre en soi le projet de l'entreprise en travaillant sur mon corps, voilà, je crois que c'est une autre intelligence que de parler avec la tête sur ça. Donc là, je suis rentré chez Roman Énergie, j'ai acheté un vélo électrique. Et bien, hier soir, il y avait la séance de tir où il y avait 150 collaborateurs. Ils m'ont vu arriver en vélo. Mais vous n'avez pas besoin de parler. Et puis, ils se parlent entre eux, ils viennent me voir. Ah oui, mais... Et puis voilà, augmenter l'authenticité de notre intention de transition énergétique, ça commence par le patron. Si moi je viens avec une bagnole qui fait 10 litres au 100, il y a un problème. Et on sous-estime beaucoup, je crois, la force de l'exemple. Et donc l'intelligence, je pense, spirituelle, c'est ce qui nous relie. Et donc montrer qu'on est relié soi-même avec la cause qu'on défend, je crois que c'est extrêmement fort.
Alors là, je vous arrête tout de suite. C'est la pire des choses. Vous souffrez, donc reconnaissez-vous dans la souffrance. Après, faites un travail sur le pourquoi, c'est-à-dire quelle est ma responsabilité dans cette souffrance. D'accord ? Mais de dire, ouais, il y en a d'autres, il y a des enfants qui meurent parce qu'ils ne mangent pas, etc. Non, ça ne nous aide pas parce que nous vivons cette détresse. Donc, se reconnaître dans sa détresse, mais pas s'y perdre, ça, c'est toute la différence. Vous voyez ? Et là, j'ai une bonne chose pour vous. Vous pouvez l'appliquer tout de suite. C'est très simple. Christian a déjà parlé de l'importance de la respiration. Mais quand on ne va pas bien, on est dans ses soucis, en fait, on arrête la respiration. D'accord ? On regarde en bas. D'accord ? Et on a la bouche qui... Voilà, le smiley négatif. D'accord ? On fait la banane inversée. Quand vous vous rendez compte de ça, et c'est pour ça que cette conscience est tellement importante dont on a parlé, de prendre conscience. Vous commencez, bonne respiration, vous commencez à rire, d'accord, et vous regardez en haut. Mais ça change en 2 minutes votre état. Je vous garantis. La seule chose qu'il vous faut, c'est d'en être conscient. Et c'est là où le bas blesse. Mais ça marche. Utilisez-le et surtout, félicitez-vous de l'avoir remarqué. Nous sommes trop dans « oh là là, je ne fais pas bien », dans la comparaison et un autre. Mais je peux vous dire, l'autre, il a les mêmes soucis si ce n'est pas pire. D'accord ? Seule une bougie peut en allumer une autre. Alors, soit une bougie qui brûle. On va conclure, ok. Merci.